L'Iran promet des représailles dévastatrices à Israël après le raid de dimanche dans le Golan, mais Israël assure que le général iranien tué n'était pas visé dans ce bombardement. Au Yémen, le pouvoir en place menacé ce soir après que des combats aient éclaté dans le palais présidentiel. Les rebelles chiites tentent de s'emparer de ce bâtiment à Sanaa. En France, 4 complices présumés de Koulibaly mis en examen et écroués. Ils auraient fourni armes et véhicules aux terroristes lors des attentats de Paris qui ont fait 17 morts. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Face aux menaces formelles de vengeance émanant soit du Hezbollah, soit de l'Iran aujourd'hui, eh bien Israël se prépare à toute éventualité. Renforcement du dispositif militaire à la frontière ce soir, notamment nord d'Israël avec le Liban et déploiement, vous le disiez, dès hier soir de batteries antimissiles, mais surtout indication aujourd'hui que la cible visée dans l'attentat dont vous voyez les images actuellement, ces carcasses de véhicules donc visées par des missiles, eh bien le général iranien n'était peut-être pas visé dans ce raid, mais ce sont plutôt les commandants du Hezbollah présents qui étaient ciblés. C'est en tout cas ce que laissent entendre des sources israéliennes. On va en parler avec nos experts. Ali Waked, bonsoir. Expert pour le monde arabe et musulman sur i24 News. On salue également Patrick Béthane, bonsoir. Bonsoir. Ancien lieutenant-colonel dans l'armée israélienne et spécialiste de la lutte contre le terrorisme international. Et puis Guy Millière qui est là également. Bonsoir Guy, bonsoir. Vous êtes géopolitologue et écrivain. On sera donc évidemment dans l'analyse de tout ce qui est en train de se passer et se demander si l'on va vers une confrontation directe entre le Hezbollah et Israël. On sera d'ailleurs en direct de Haïfa dans un instant. Vous le voyez, nos envoyés spéciaux sont sur place, que ce soit Amjad Abou Arafeh, Elliot Schenberg et Léa Berdugo pour la chaîne française d'i24 News. On va donc essayer eh bien, de comprendre ce qui peut se passer, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas dans les jours qui viennent, après ce raid israélien. Israel seeks peace with all its neighbors. But we know in our region that peace and security are intertwined. ضرب أي أهداف في سوريا هو استهداف لكل محور المقاومة. ما هر حرکتی رو هر تجاوزی رو به شدت محکوم می‌کنیم و این اقدام رژیم صهیونیستی هم به شدت محکومه. And if we cannot defend our security against those who would threaten us and seek to attack us and do attack us, then there will be no peace. Alors avant d'évoquer donc cette situation et notamment les dernières informations en provenance d'Iran aujourd'hui mais aussi d'Israël, il y a eu un conseil de sécurité restreint tout à l'heure tenu par donc les Israéliens qui a duré environ 2 heures. On va se rendre justement à Haïfa dans le nord où eh bien on enregistre en tout cas peut-être les premiers signes de tension, en tout cas côté israélien. Léa Berdugo, vous êtes sur place, bonsoir. Comment se manifeste d'ailleurs cette tension? Est-ce qu'elle est palpable ce soir là où vous vous trouvez? Oui, exactement. Je me trouve à Haïfa, à environ 40 km de la frontière avec le Liban. Et effectivement, cette zone pourrait être la zone la plus touchée en cas de nouveau conflit avec le Hezbollah. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, c'est une zone stratégique parce que derrière moi se situent 2 raffineries pétrochimiques, donc des sites hautement sensibles qui pourraient être touchés par de nouveaux missiles tirés de la part du Hezbollah. Alors, les autorités israéliennes l'ont bien compris et ils ont renforcé
renforcer le dispositif sécuritaire dans toute cette partie du pays. Alors, comment ça se traduit? Vous l'avez évoqué, de nouvelles batteries antimissiles ont été installées. Également, une sorte de zone tampon a été établie tout le long de la frontière. Alors, pourquoi les autorités devraient-elles s'inquiéter? Tout d'abord, pour des questions stratégiques, on l'a dit. Haïfa est la 3e ville du pays. C'est le poumon économique et stratégique de la ville avec ses raffineries pétrochimiques. Et puis, deuxièmement, le Hezbollah avait déjà formulé des menaces quant à cette région du pays, notamment Hassan Nasrallah, et ils avaient dit que cette région, donc avec Haïfa et ses raffineries, eh bien, serait la première touchée en cas de nouveau conflit avec les autorités israéliennes. Alors Léa, ce soir, on ne sait pas à quoi s'attendre, hein, puisque pour l'instant, il y a eu des paroles prononcées, mais très vagues sur une éventuelle riposte de la part du Hezbollah. Oui, exactement. Hassan Nasrallah l'avait dit même quelques jours avant cette attaque vraisemblablement menée par Israël, qu'en cas d'attaque israélienne, eh bien, la riposte serait lourde et très importante. Alors la population ici craint de nouveaux affrontements avec le Hezbollah. Il y a une sorte de traumatisme qui s'est installé auprès de la population du nord du pays, qui a subi un conflit, notamment en 2006, un conflit long et meurtrier avec de nombreux tirs de roquettes de la part du mouvement chiite libanais sur toute cette région. La population du nord d'Israël a également subi quelques tirs de roquettes de la part du Hamas depuis la bande de Gaza cet été lors du conflit avec le mouvement. Donc même si les experts militaires s'accordent à dire que pour l'instant le Hezbollah, semble-t-il, ne riposterait pas d'une manière forte et avec grande ampleur, eh bien la population est malgré tout inquiète de cela. Merci Léa Berdugo en direct de Haïfa, donc dans le nord d'Israël, tout près de la frontière avec le Liban. À quoi faut-il s'attendre, Patrick Beytan, vous qui donc êtes ancien lieutenant-colonel? Est-ce qu'il faut s'attendre justement à une riposte directe, ou est-ce que c'est le terrorisme, encore une fois, qui peut être l'arme utilisée? Je pense que la tension entre Israël et la Hezbollah ne va pas se dégénérer en une guerre. Mais par contre, je pense qu'il y a deux scénarios possibles. Le premier serait une attaque par la Hezbollah des troupes israéliennes à la frontière du nord, à la frontière du Golan. Un second scénario serait attaque contre des cibles israéliennes à l'étranger. Mais il est clair qu'Israël a des lignes rouges. Et la Hezbollah, c'est exactement quelles sont nos lignes rouges. Ce qui fait que je pense que les deux parties n'ont aucun intérêt à se développer une guerre. Et il est clair que la situation est tendue, mais restera tendue jusqu'à la prochaine attaque. Ouais. L'Iran aussi, qui s'est rajouté aujourd'hui dans ce flot de menaces, Ali Waquet, c'est plausible que l'Iran aussi participe à cette riposte? Non, les priorités de l'Iran dans cette région, c'est de consolider le régime de Bachar Assad, de maintenir la situation que le terrain en Syrie témoigne ces derniers mois, voire un progrès de l'armée syrienne, l'évacuation des rebelles dans la partie centre du pays et les pousser vers les frontières avec Israël, la Jordanie, la Turquie et notamment bien sûr avec l'Irak. Et dans ces priorités, le Hezbollah ne doit pas être impliqué dans un nouveau front, plus qu'il n'est impliqué en Irak, en Syrie, au nord du Liban contre les milices djihadistes. Donc, à mon avis, les Iraniens et le Hezbollah vont attendre l'opportunité la plus convenable, mais c'est encore une attaque qui était marquée dans le cahier de Hezbollah et, à mon avis, comme vient de le dire monsieur, moi, je pense un troisième scénario, c'est cibler peut-être une personnalité, un non responsable israélien, soit en Israël, soit à l'extérieur. Ça veut dire que le Hezbollah peut frapper en Israël? Il en a la capacité, selon vous? Le Hezbollah peut frapper en Israël s'il décide qu'il veut frapper en Israël. Les services secrets israéliens savent très bien que la très grande majorité des attaques qui ont été menées dans la dernière partie de la deuxième intifada, voire entre les années 2004-2006, étaient financées, orchestrées par le Hezbollah qui avait une branche dont l'effectif avait pour seule responsabilité de recruter des éléments palestiniens, des militants du Fatah et d'autres organisations pour qu'ils mènent des attaques contre Israël, contre des cibles israéliennes. Certains de ces attentats suicides ont été financés
et par le Hezbollah. Donc, à mon avis, le Hezbollah a plusieurs possibilités. Aussi, hier, on parlait de cette disparition mystérieuse du procureur général de l'Argentin pour nous rappeler que le Hezbollah a des cellules dormantes dans diverses régions du monde et donc il suffit de l'ordre pour le faire mobiliser. Ouais. Guy Millière, est-ce que vous pensez que l'Iran pourrait s'impliquer fortement dans un conflit, plus fortement avec Israël? Non, je ne pense pas du tout. Là, je raisonne en termes planétaires. Je dirais que l'Iran est en négociation avec l'administration Obama et veut obtenir un maximum de l'administration Obama aujourd'hui. Il veut obtenir un maximum de concessions. Il est d'ailleurs en train de les obtenir peu à peu. Et donc, il ne veut pas hypothéquer les concessions que l'administration Obama est prête à lui faire actuellement. Si l'Iran se mettait à s'impliquer dans une guerre, je pense que cela déboucherait inéluctablement sur un retrait américain par rapport aux concessions qui sont accordées. Je pense que la stratégie de l'Iran pour les 2 années qui restent du mandat de Barack Obama vont être d'obtenir un maximum de recul de l'administration Obama. Barack Obama rêve d'une chose, c'est de rétablir des relations avec l'Iran. Je pense qu'il n'y parviendra pas. Je pense que les dirigeants iraniens ne lui feront pas ce cadeau empoisonné. L'Iran qui a signé un accord militaire aujourd'hui avec la Russie, impliquant une très forte coopération d'ailleurs. Donc l'Iran est plus proche de la Russie que des États-Unis aujourd'hui, c'est clair. Oui, tout à fait. Mais je dirais que depuis l'abandon des sanctions, de l'essentiel des sanctions qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 an, l'Iran a gagné du terrain. L'Iran est moins asphyxié qu'il ne l'était auparavant. Et je pense qu'il va encore gagner du terrain par rapport aux États-Unis. Mais sinon, les liens Iran-Russie, effectivement, vont se renforcer. Je pense que la Russie ne va pas non plus, dans ces conditions, pousser l'Iran à quoi que ce soit. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que la priorité de l'Iran, c'est de renforcer le régime de Bachar el-Assad. Le Hezbollah dépend largement de l'Iran, comme chacun le sait. Et donc, je pense que l'Iran fera tout pour que le Hezbollah agisse le moins possible. S'il fait un attentat, ce qui est possible, c'est une possibilité, je pense que cet attentat sera effectivement, comme le disait Ali Wakad tout à l'heure, un attentat qui ne sera pas revendiqué, qui n'apparaîtra pas comme lié à l'Iran et au Hezbollah. Ouais. Je pense que la diplomatie, à mon avis, est la prévention et la solution. Je pense qu'on verra des pourparlers qui, à mon avis, qui se passent maintenant entre Israël et d'autres pays pour qu'il n'y ait pas cette escalade. Et je crois que c'est l'intérêt de tous les partis. Mais vous croyez, quand Israël dit aujourd'hui, par exemple, qu'elle ne savait pas que ce général iranien se trouvait là au moment où ça s'est passé, vous croyez que c'est possible, ça, de faire croire ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut être vrai? On dit qu'ils n'ont pas ciblé le général. Ça semble dire qu'ils ne savaient peut-être pas qu'il était là aussi. Je suis d'accord avec vous que c'est dur à croire, mais c'est ce que le ministre de la Défense a dit ce matin. C'est dur à croire, je suis d'accord avec vous. Jean-Charles, il faut regarder un peu le contexte qui est plus large. Et dans ce contexte, vous avez mentionné dans votre introduction ce qui se passe au Yémen. Au Yémen, ce sont les partisans de l'Iran qui se sont en train de s'emparer totalement du pouvoir au Yémen. Et ça fait partie des calculs régionaux de l'Iran. Et dans ce contexte, les autres outils de l'Iran dans la région, voire le régime de Bachar Assad et le régime de Hezbollah, doivent s'aligner selon les intérêts de l'Iran et ne pas recréer un antagonisme entre l'Iran et la communauté internationale. Ce soir, il y aura une discussion au Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de la situation au Yémen. Et les Iraniens veulent garder la situation telle qu'elle est parce que c'est une très importante victoire qui est en train d'avoir lieu dans cette partie de la péninsule arabe. Les Iraniens s'emparent d'un pays voisin de leur rival, l'Arabie saoudite. Ils étendent leur mainmise sur la région, c'est ça? Ils étendent d'un côté leur mainmise et ils ne veulent pas que cet incident à la frontière israélo-syrienne se dégénère en une guerre qui pourra un peu bouleverser la situation. Pas en faveur de l'Iran. Oui. L'Iran veut devenir la puissance hégémonique régionale, c'est tout à fait clair depuis des années, et je dirais qu'il peut d'autant plus avancer dans cette direction que l'administration Obama, depuis longtemps, a conçu que l'Iran devait être la puissance hégémonique de la région. Donc, sur ce plan, l'Iran va effectivement aller dans cette direction. Je ne pense pas qu'il y aura d'avancée. L'intérêt stratégique de l'Iran n'est pas qu'il y ait une riposte. Cela dit,
monsieur parlait de ligne rouge. Je pense que s'il y a eu cette attaque israélienne, c'est parce que sans doute une ligne rouge se trouvait franchie par le Hezbollah. Et donc il s'agissait de marquer une limite au Hezbollah, de dire au Hezbollah, là, vous n'avancez pas davantage. Mais les propos des dirigeants iraniens, comme les propos des dirigeants du Hezbollah, peuvent inquiéter. Mais ce sont essentiellement des propos. Cela fait 30 ans que le régime iranien dit qu'il veut détruire Israël, qu'il va anéantir Israël dans les mois qui suivent, et il ne s'est rien passé. C'est une manière de montrer qu'ils ont le leadership dans le djihad contre Israël. Ouais. Ce qui est positif dans ce que vous avez dit, c'est que c'est la perspective géopolitique. Je crois que l'intérêt iranien est dans le processus de pourparlers avec les États-Unis et nous aide dans cette crise qui pourrait se développer. Et il est clair que ce que l'Iran et le Hezbollah font, c'est une sorte de... Le Hama psychologique est une sorte de guerre psychologique qu'ils doivent faire pour leurs habitants. Je dirais que ça aide temporairement Israël, mais je dirais que depuis 2009, les concessions faites à l'Iran ont été absolument considérables. Et puis, d'autre part, on le sait maintenant, Israël a envisagé plusieurs fois de frapper l'Iran, et les plans israéliens ont été divulgués à la presse internationale par des gens de l'administration Obama, ce qui les a réduits à néant. Donc, sur ce plan, ça aide temporairement, mais néanmoins, derrière, il y a tout ce qui s'est passé depuis 6 ans. Avec beaucoup de réussite, Jean-Charles, les Iraniens ont réussi d'établir la menace djihadiste comme la plus importante des menaces auxquelles fait face non pas seulement cette région, mais le monde entier. Ce n'est pas un secret que pour les Américains, mais aussi pour certains pays européens, l'Iran doit faire partie intégrée dans cette lutte anti-djihadiste. Et c'est pour cela, de temps en temps, les Iraniens participent à des raids, pas participent, mais mènent des raids aériens en Irak sous l'accord non écrit des Américains. Et à mon avis, les Iraniens ne veulent pas perdre cette carte, comme quoi ils sont perçus comme un élément stabilisateur dans cette région. Et depuis quelques années, on voit que les Américains veulent voir l'Iran réintégré dans la communauté internationale. Et les Iraniens, ils ont beaucoup à perdre. C'est pour cela qu'ils gardent la situation très calme dans la frontière entre Israël et le Liban. Et il ne faut pas oublier que leur allié, le Hezbollah libanais, il est accusé par les sunnites et par certains éléments chrétiens comme s'il était le responsable du vide constitutionnel qui a lieu en ce moment-là au Liban. Ce vide, cette vacance de la présidence libanaise dans laquelle le Hezbollah est accusé directement de mettre tout son poids pour éviter qu'un candidat chrétien anti-Syrie et anti-Iran deviendra le prochain président du Liban. Donc dans ce contexte plus large, l'Iran joue un rôle catalysateur, un rôle de stabilisateur, mais les comptes, le Hezbollah devra payer cette addition avec Israël, parce que sa population regarde le fils de Imad Mourni a été éliminé, alors que le Hezbollah encore promet de venger l'élimination de son père il y a quelques années. Et si le Hezbollah n'était pas impliqué en Syrie, à mon avis, tous les scénarios seront d'ordre différent. Mais le fait qu'il est impliqué à plusieurs fronts fasse que le Hezbollah attendra encore un peu avec sa riposte. Elle ne sera pas traditionnelle, mais elle ne sera pas non plus sans précédent. Il a déjà opéré à l'étranger, il a déjà opéré en Israël. Alors il y a une question qui se pose quand même, c'est de savoir ce que faisait ce très haut gradé de l'armée iranienne à cet endroit précis, qui est quand même très proche de la frontière entre la Syrie et Israël. C'est peut-être aussi une question qui mérite d'être posée ce soir. Élément de réponse tout de suite avec Mathias Inbar. Que faisait un général iranien dans un convoi mené par le jeune Djihad Mournier ?
Et d'autant plus dans une région, le Golan syrien, où ni le Hezbollah ni les Iraniens ne sont censés être présents. Ce général, Mohammad Ali Al-Haddadi, ancien cadre des forces Al-Quds pendant la guerre Iran-Irak dans les années 80, était surtout l'un des plus fidèles lieutenants du général Soleimani, l'actuel chef des forces Al-Quds. Selon un communiqué des gardiens de la Révolution qui date du 19 janvier dernier, Al-Haddadi était déployé depuis plusieurs mois sur le sol syrien. Il était au moment de l'attaque en mission pour donner des conseils cruciaux aux forces armées syriennes qui sont aux prises avec les salafistes et takfiristes. Le groupe Jabhat al-Nusra, lié à Al-Qaïda, contrôle justement une grande partie de cette région de Quneitra, la frontière syrienne. Pourquoi ce général iranien aurait alors pris tant de risques à faire une mission de repérage sur un terrain si hostile ? D'autant qu'en compagnie de Djihad Mournier, cible potentielle tant pour Al-Nosra qu'Israël, la mission du général Al-Haddadi s'avérait plus périlleuse. Ce qui pourrait appuyer les thèses israéliennes selon lesquelles Téhéran souhaiterait, via le Hezbollah, prendre position le long du Golan syrien. En confirmant sa mort, l'Iran confirme ainsi sa stratégie contre Israël. Cette frappe, que les médias étrangers imputent à l'armée israélienne, pourrait alors mettre un frein à la dynamique de la République islamique. Voilà, selon vous, Patrick Béthane, que faisait ce général iranien si près ? Il y avait une visée vers Israël aussi ? Je ne sais pas, mais une hypothèse que je voudrais élever et vous proposer, c'est que l'Iran a fait une évaluation que pendant la période politique avant les élections en Israël, qu'Israël ne répondrait pas et laisserait cette situation qui passe la ligne rouge s'aggraver. Et mon hypothèse est que l'évaluation du risque de l'Iran et de la Hezbollah est une grave erreur qu'ils ont fait, à mon avis. Ils n'ont pas pensé qu'Israël pourrait répondre si Israël a répondu. Ouais, si Israël a répondu. Ayouaked ? Moi, Jean-Charles, je pense que l'élément nouveau dans cette équation, c'est que pour la première fois, à mon avis, depuis les années 70, les plateaux du Golan témoigneront d'une escalade sécuritaire. La prochaine confrontation n'aura pas lieu entre Hezbollah et entre Israël, à mon avis, n'aura pas lieu directement dans les frontières libano-israéliennes, mais plutôt dans les Golans syriens. Là-dessus. Oui, je pense que l'hypothèse qui a été évoquée tout à l'heure est l'hypothèse pertinente. Je pense qu'il y avait une volonté effectivement de prendre position du côté syrien du Golan et que ça, c'était la ligne rouge qu'Israël ne voulait pas franchir. Et je pense qu'effectivement, les Iraniens et le Hezbollah pensaient que dans ce contexte électoral, il n'y aurait pas de riposte israélienne. Ils se sont trompés, mais je pense qu'ils devront assumer leur erreur pendant un certain nombre de mois. Ils ne pourront pas, comme je l'ai dit plusieurs fois, riposter dans l'immédiat, parce que ça irait à l'encontre de la stratégie de l'Iran, qui effectivement, outre ce que j'ai dit sur les États-Unis, veut se réintégrer, entre guillemets, dans la communauté internationale, faire partie de la coalition contre l'État islamique, contre Daesh, et il parvient petit à petit. Je dirais que d'une certaine manière, les États-Unis font tout pour que ça avance dans cette direction. Ça sert le régime iranien, et le régime iranien ne veut surtout pas se priver de cet avantage qu'il est en train d'acquérir. Il a été trop loin et il devra assumer le fait qu'il est allé trop loin. Alors, en tout cas, les Israéliens se préparent-ils psychologiquement à une possible riposte, que ce soit dans le Golan ou à la frontière nord ? Bien, question posée aujourd'hui par Leslie Rezoug à des Israéliens dans les rues de Tel Aviv. Écoutez. Si Israël veut vraiment entrer en guerre avec le Hezbollah, il n'est pas prêt après l'opération à Gaza. Je pense qu'Israël va entrer en guerre pour une courte période et se retirera ensuite. Je pense qu'Israël est prêt à tout, que ça vienne du Hezbollah ou de qui que ce soit qui nous menace. Ils disent toujours qu'ils vont attaquer, alors qu'ils viennent. Nous avons les moyens militaires, on a assez d'expérience et nous sommes prêts mentalement. On a pu constater au cours du dernier affrontement à Gaza que le peuple et le front intérieur sont capables de résister avec force, même sous les missiles qui s'abattent sur les villes. C'est ce qui compte. Si on apporte notre soutien à l'armée, elle saura faire son travail. Le Hezbollah est notre ennemi. Nous avons toujours affaire à un ennemi et on ne peut pas savoir ce qui arrivera dans quelques jours ou dans quelques heures.
Voilà donc, et interrogation évidemment. Patrick Béthane, on peut imaginer Israël se préparer aussi rapidement après le conflit qui a été dur quand même l'été dernier Je pense que on a cette expérience malheureusement, mais je crois qu'au point de vue psychologique de la population israélienne, ces missiles, ces batteries antimissiles est une solution qui aide la population et surtout qu'on sait qu'elles sont très effectives. Et il est clair que l'alerte relevée est aussi la solution, mais je crois que ces missiles, ces batteries antimissiles donnent beaucoup au point de vue psychologique. Ça rassure. Ça rassure. Ali Waked, vous pensez que les Israéliens aujourd'hui seraient prêts psychologiquement à vivre une nouvelle période aussi rapprochée du dernier conflit ? Non, on peut pas coexister avec ce genre de confrontation tous les quelques mois, malgré les batteries, malgré le grand pourcentage de réussite de ces batteries antimissiles. On a vu la morale de la société israélienne qui n'a pas été à son apogée à la dernière partie de la guerre, et une confrontation avec le Hezbollah n'est pas du tout la même confrontation comme on l'a témoigné avec le Hamas. Les missiles sont totalement différents. Le fait qu'ils sont plus dangereux, plus sophistiqués et plus à longue distance peuvent changer cet élément de la psychologie, cet élément du moral du public israélien. À mon avis, une prochaine guerre avec le Hezbollah ne semblera pas à toutes les confrontations entre Israël et les pays arabes. Guy Millière, mot de la fin. Pour précisément les raisons que Ali Wakad vient d'indiquer, je pense que cette confrontation n'aura pas lieu, parce que si le Hezbollah répliquait, cela pourrait très vite déboucher sur une guerre beaucoup plus intense, beaucoup plus importante que celle qui a eu lieu avec le Hamas concernant la bande de Gaza. Ça, ne serait-ce qu'à cause du fait que le Hezbollah dispose effectivement de missiles à plus longue portée, beaucoup plus sophistiqués, et je pense que ça pourrait dégénérer dans une guerre beaucoup plus intense. Je pense que le Hezbollah le sait, je pense que l'Iran le sait, et je pense que c'est pour ça que cette confrontation n'aura pas lieu. Mais ce que j'ai vu dans ces quelques éléments, c'est qu'il y a quand même une grande détermination de la population israélienne, et je pense, mais c'est une pure hypothèse d'école, que si une confrontation avait lieu, je ne pense pas qu'elle aura lieu, la population israélienne est déterminée dans sa tête et n'entend pas se faire d'illusions et n'entend pas se laisser faire. Merci beaucoup. Un dernier mot. On est en guerre, mais en guerre psychologique. C'est une guerre psychologique. Oui, c'est totalement une guerre psychologique. Oui. Uniquement. Exactement. Merci à tous les trois. Merci Guy Millière, merci à vous Patrick Béthane, merci à vous Ali Waked. Dans un instant, le reste de l'actualité de cette journée, ce qui nous emmènera évidemment à parler une nouvelle fois de l'État islamique et de cette menace concernant cette fois 2 citoyens japonais, et puis également des derniers éléments visant les réseaux terroristes djihadistes en France et en Europe, avec des éléments intéressants aujourd'hui et de nouvelles révélations notamment. On continue à en parler dans un instant, juste après la pause. À tout de suite. L'Iran promet des représailles dévastatrices à Israël après le raid de dimanche dans le Golan, mais Israël assure que le général iranien tué n'était pas visé dans ce raid. Au Yémen, le pouvoir en place est menacé ce soir après que des combats aient éclaté dans le palais présidentiel. Les rebelles chiites tentent de s'emparer de ce bâtiment à Sanaa. On en reparle dans un instant. En France, les 4 complices présumés de Koulibaly mis en examen et écroués ce soir, ils auraient fourni armes et véhicules aux terroristes lors des attentats de Paris qui ont fait 17 morts. On en parlait il y a quelques minutes, les événements semblent se précipiter au Yémen. Les rebelles chiites auraient pris possession du palais présidentiel dans la capitale Sanaa, ce qui pourrait signifier la fin ou presque du pouvoir sunnite en place. Elsa Mourgue. Une prise importante et qui pourrait changer la donne à Sanaa. La capitale du Yémen est en proie à de violents combats depuis plusieurs jours, mais les milices chiites viennent de s'emparer ce mardi du palais présidentiel. Au-delà du symbole, c'est une prise éminemment stratégique car le complexe présidentiel est composé de plusieurs dépôts d'armes, des dépôts d'ores et déjà pillés d'après une source militaire.
Les habitants de la capitale ne cachent plus leur peur. Nous et tout le peuple yéménite, nous avons eu peur lors des affrontements. C'est inquiétant. C'est la conséquence d'un conflit politique que les gens ne comprennent pas. Mais tous devraient se maîtriser et reprendre les négociations. Les milices chiites, aussi appelées Houthis, du nom de leur chef Abdel Malik al-Houthi, ont lancé en septembre une offensive sur la ville de Sanaa. Depuis, la situation est particulièrement tendue, mais c'est un projet de constitution qui a mis le feu aux poudres. Il prévoit de faire du Yémen un pays fédéral divisé en 6 régions. Un redécoupage qui priverait les Houthis d'un accès à la mer, inacceptable pour ces milices chiites. Le chef de cabinet du président, architecte du nouveau projet de constitution, a par ailleurs été enlevé la semaine dernière par les Houthis. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé mardi à l'arrêt des combats. Le rituel est toujours le même. L'État islamique a diffusé une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle il menace d'exécuter 2 otages japonais si leur pays ne verse pas une rançon de 200 millions de dollars sous 3 jours. Chantage immédiatement rejeté par le Premier ministre nippon qui est actuellement en visite au Moyen-Orient et puis à l'instant par la Maison-Blanche qui condamne également cette nouvelle mise en scène macabre. Leslie Rezoug. C'est un nouvel ultimatum terrifiant de l'État islamique. Le groupe djihadiste exige 200 millions de dollars pour la libération de 2 otages japonais. 200 millions de dollars, soit l'équivalent de la somme annoncée par le Premier ministre Shinzo Abe pour venir en aide à la coalition internationale qui lutte contre les islamistes. Dans une mise en scène macabre, un membre de l'État islamique, cagoulé et habillé de noir, donne 72 heures au gouvernement japonais pour libérer Haruna Yukawa et Kenji Goto. Ces 2 Japonais étaient entrés en Syrie durant l'été et l'automne dernier. Ils n'avaient plus donné de nouvelles depuis des semaines. Haruna Yukawa, 42 ans, aurait été enlevé et maltraité en Syrie par des militants islamistes en août. Aucune revendication n'avait alors été adressée aux autorités nippones. Il est le patron d'une société qui se donne pour mission de secourir des Japonais à l'étranger. Pour ce faire, il n'hésite apparemment pas à prendre les armes. Kenji Goto, de son côté, est un journaliste indépendant qui fournit des vidéos sur le Moyen-Orient aux chaînes de télévision japonaises. En visite à Jérusalem, Shinzo Abe a réaffirmé une position claire. Il ne compte pas céder au chantage. Il est inacceptable de nous menacer en échange d'otages et je suis très en colère à ce sujet. Je demande aux membres de l'État islamique de libérer immédiatement les otages sans les blesser. Une position ferme de la part du gouvernement, malgré la violence extrême du groupe, car l'État islamique a déjà exécuté 5 otages occidentaux, une perspective qui inquiète fortement dans les rues de Tokyo ce mardi. Je pense qu'il est absolument odieux d'utiliser la religion de cette manière. Rester paisible est la seule manière d'être fidèle à ce que vous croyez. Ce qu'ils font est vraiment mal. C'est quelque chose qu'aucun humain ne devrait jamais faire. Malgré cette nouvelle prise d'otage, l'État islamique semble en déroute sur le terrain. Pour la première fois, des troupes de la coalition ont été déployées au sol. Les forces spéciales canadiennes auraient abattu au moins 2 combattants de l'État islamique. Et à Kobané, bastion kurde en proie au combat depuis de longues semaines, les djihadistes perdent du terrain. Après avoir fait flotter leur drapeau sur la ville, ils ne détiendraient désormais plus que 3 quartiers sur 13 selon les Peshmerga. Et puis vous vous souvenez sûrement de cette belle histoire au cœur des attentats sanglants de Paris. Et la semaine dernière, ce Malien musulman employé de l'hypercachère de Vincennes, Lassana Bathily, qui avait sauvé plusieurs des otages en les cachant dans les chambres froides, eh bien, il vient d'obtenir ce soir, comme l'avait promis le gouvernement français, sa nationalité française donc pour cet acte de bravoure. Vous le voyez, il y a quelques instants donc au ministère de l'Intérieur à Paris s'exprimait au cours d'une cérémonie tout à fait solennelle. Et en Europe, la traque continue à la fois en Espagne, aux Pays-Bas et en France pour retrouver la trace de 2 membres de la cellule djihadiste de Verviers en Belgique. La France où l'alerte reste forte également et la vigilance de mise pour les services de police témoin cette arrestation dans le sud aujourd'hui de 5 Tchétchènes qui possédaient des explosifs. Mais après vérification, il s'agissait de truands liés au grand banditisme et non au terrorisme. Et dans le même temps, l'enquête sur les soutiens dont a bénéficié le terroriste Koulibaly a progressé. Mise en examen et incarcération ce soir de 4 complices de Koulibaly. Maxime Pérez. C'est l'image forte du jour.
Bill de Blasio, le maire de New York, se recueille quelques instants devant l'hypercachère de Porte de Vincennes. Moment solennel et émotion quand il salue des responsables de la communauté juive, visiblement touchés par sa visite. Quelques instants plus tôt, accompagné par Anne Hidalgo, la maire de Paris, de Blasio rendait hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Une gerbe de fleurs, puis des bougies place de la République, la même où s'était tenu un immense rassemblement populaire le 11 janvier. De voir les lieux de ces tragédies, devant Charlie Hebdo, devant l'hypercachère, de voir où ces gens ont perdu la vie à cause de ce qu'ils étaient et ce qu'ils pensaient, parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient fidèles à leur foi ou parce qu'ils croyaient à la liberté d'expression, c'est un rappel que ces valeurs sont toujours menacées. Des paroles fortes alors que la menace terroriste en France ne faiblit pas. 5 interpellations ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, à Béziers, dans la région de Montpellier. Les suspects, des Russes d'origine tchétchène, qui abritaient une importante cache d'explosifs. Au moins l'un des membres de ce réseau était surveillé par les services de renseignement intérieur. Mais à ce stade, aucune information n'a filtré sur l'imminence d'un attentat. Et pendant ce temps, à l'Élysée, qu'un drone aurait survolé en pleine nuit la semaine dernière, le président François Hollande a de nouveau fait étalage des mesures antiterroristes que son gouvernement allait bientôt mettre en application. Le Premier ministre y travaille et les présentera demain pour contrôler les déplacements des djihadistes, pour renforcer notre système de renseignement, pour empêcher la propagation de l'islamisme radical dans nos prisons et pour mieux surveiller et empêcher les agissements de cette mouvance sur Internet. Un dispositif préventif qui pourrait s'accompagner de sanctions plus sévères à l'encontre d'auteurs ou de complices d'actes terroristes. Ce mardi, 4 personnes suspectées d'avoir porté assistance au tueur Amédi Koulibaly ont été déférées au tribunal, puis rapidement mises en examen. Elles se trouvent désormais en détention provisoire. Et puis il y a également cette révélation aujourd'hui du quotidien régional Le Progrès. Le démantèlement d'une cellule djihadiste en région lyonnaise en septembre dernier a sans doute permis d'éviter un nouvel attentat djihadiste visant la communauté juive de Lyon. On est justement en ligne avec Paul Fitoussi qui dirige l'ADEJ, le réseau des écoles juives de France. Bonsoir Paul Fitoussi. Bonsoir. Alors, il y a quelques jours, des mesures spectaculaires étaient mises en place devant les écoles juives de France avec la présence de nombreux militaires. Est-ce que tout cela est toujours d'actualité? Est-ce que cela rassure les gens qui fréquentent ces établissements? Tout d'abord, cela est toujours d'actualité. Simplement, on assiste à un redéploiement et à un rééquilibrage en fonction des divers points, je dirais, des écoles et bien entendu de la communauté. Cela, effectivement, pour votre deuxième question, cela rassure, c'est évident. Maintenant, il y a un petit peu un sentiment ambivalent. On sait quand même que ça pourra pas toujours être comme ça. Mais d'un autre côté, du point de vue de la sécurité, il faudra bien qu'on monte le niveau et qu'on ne reste pas à l'état où on était avant l'attentat de Charlie Hebdo ou de l'hypercachère. Est-ce qu'aujourd'hui, l'atmosphère est toujours l'angoisse, évidemment, pour ces parents qui emmènent leurs enfants à l'école? Et on a parlé même d'une baisse de fréquentation de vos établissements. Alors écoutez, sur la baisse de fréquentation, le lundi qui a suivi l'attentat d'hypercachère, il y a eu de l'absentéisme ici et là. Nous avions choisi de laisser ouverts les écoles parce qu'il est hors de question de cesser de vivre. Je crois qu'en Israël, vous connaissez bien ça. Il y avait eu juste 2 ou 3 établissements qui ont fermé. L'angoisse et en tous les cas, le fait d'être anxieux, l'anxiété existe toujours. On ne peut pas dire que tout est complètement passé. Je rappelle qu'il n'y a même pas une semaine, nous enterrions les 4 membres de la communauté juive. Il me semble que la période de deuil et la période d'angoisse n'est pas encore passée. Ceci étant, on va s'adapter et on est en train de s'adapter parce qu'il y a aussi de belles choses qui se passent, comme la fraternisation entre les parents d'élèves et les soldats, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Merci Paul Fitoussi. Je rappelle que donc vous dirigez l'ADEJ, le réseau des écoles juives en France.
À Bangui, en Centrafrique, pour la deuxième fois en 24 heures, une femme travaillant pour l'ONU dans l'humanitaire a été enlevée quelques heures avant d'être libérée ce soir par des miliciens armés chrétiens qui réclament la libération de leur chef. Hier, c'est une Française qui avait déjà été kidnappée mais qui, elle, n'a toujours pas été retrouvée. En Ukraine, les combats semblent redoubler d'intensité, notamment autour de la grande ville de Donetsk, dans l'Est. La Russie est une nouvelle fois accusée d'y envoyer des troupes pour aider les rebelles pro-russes. Joseph Emmanuel. Le répit aura été de courte durée. Reprise des combats dans l'Est ukrainien entre pro-russes et pro-Kiev. L'artillerie lourde des rebelles affiliés à la Russie aurait bombardé le centre de Donetsk et les Ukrainiens accusent une nouvelle fois les Russes d'avoir envoyé des centaines de leurs soldats. Il y a eu des tirs d'artillerie, mais comparé à hier, c'est plus faible. Aujourd'hui, vous pouvez même dormir, alors qu'hier, nous avons été réveillés par l'explosion d'un missile Grad qui est tombé juste devant nos maisons. Les fenêtres, les murs se sont écroulés. Ça a été un moment très désagréable. Un moment difficile dans une fin de semaine à la violence inégalée. L'aéroport de Donetsk avait été le théâtre d'intenses combats et le bastion séparatiste a accueilli avec soulagement le répit observé dans la nuit de dimanche à lundi, jour de l'épiphanie chez les orthodoxes. Silence momentané des armes, mais la guerre des mots continue. Pisky est totalement sous contrôle de l'armée ukrainienne et des nationalistes. Non, il n'y a pas de séparatistes, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, nous avons regardé une télévision russe et il y avait un reportage qui disait que nous étions détruits. Mais comme vous pouvez le voir, nous sommes en vie et dans une bonne situation. Une situation qui se complique tout de même pour Kiev. Selon les dernières estimations, plus de 8500 soldats russes auraient passé la frontière. Le Kremlin nie toujours toute implication de son armée, mais Vladimir Poutine admettait récemment que certains volontaires russes auraient pu prendre part au combat. La trêve signée le 9 décembre dernier reste donc fragile entre deux adversaires qui se disent pourtant prêts à retirer leurs armes. En Argentine, c'est pour l'instant la thèse du suicide qui est officiellement retenue au lendemain de la découverte du corps du procureur chargé d'enquêter sur l'attentat contre la mutuelle israélite en 1994. Mais beaucoup mettent en cause cette thèse, estimant que ce procureur dérangeait le pouvoir avec ses investigations. Léa Berdugo. Cristina assassine. Devant le palais présidentiel sur la place de Mai de Buenos Aires, ces Argentins accusent leur présidente de meurtre. Tous s'accordent à dire qu'Alberto Nisman ne s'est pas suicidé. Je pense que le gouvernement national a fait une grosse erreur, que ce soit volontairement ou par omission. Toutes ces personnes demandent justice pour le procureur Nisman, ainsi que pour la cause de Lamia et ses plaintes concernant la dissimulation d'actes terroristes. C'était un homme bon, transparent, fort, qui avait une confiance en lui impressionnante. Il savait ce qu'il faisait et il était complètement sûr de lui. Je suis sûre d'une chose, c'est qu'il s'agit de l'un de ces nombreux suicides que nous avons en Argentine depuis l'ère Menem. Le procureur Nisman ne s'est pas suicidé, j'en suis convaincue. Car pour eux, les coïncidences sont trop nombreuses. Alberto Nisman a été retrouvé mort lundi dans son appartement, tué d'une seule balle avec un revolver de calibre 22 près de lui. Le procureur enquêtait sur l'attentat contre la mutuelle juive Amia survenu en 1994. La semaine dernière, il avait demandé l'ouverture d'une enquête contre Cristina Kirchner. Il l'a soupçonnée d'entrave à la justice au profit de l'Iran en échange de contrats pétroliers. Le gouvernement argentin avait alors formellement démenti la mise en cause du procureur, mais au sein même de la majorité, des doutes se propagent. Nous demandons une clarification sur cet événement qui a choqué le pays tout entier. Bien sûr que nous avons des questions. Quel fait ou quel secteur mafieux qui sévit toujours en Argentine a poussé le procureur Nisman à prendre la décision qu'il a prise? Alberto Nisman enquêtait sur l'un des attentats les plus meurtriers de ces dernières années. En 1994, une explosion avait ravagé le bâtiment de l'Amia avec un bilan de 85 morts et 300 blessés.
On en parlait tout à l'heure, Israël aurait donc été surpris de la présence de ce très haut gradé iranien lors de l'attaque de dimanche, qui visait donc, semble-t-il, uniquement des membres du Hezbollah en Syrie. C'est en tout cas ce que laissent entendre aujourd'hui des sources sécuritaires, comme on les appelle en Israël. Et justement, le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, sera l'invité ce soir en exclusivité du magazine Défense sur i24 News. Il s'est exprimé hier, et vous l'avez entendu sur notre antenne, mais il parlera également tout à l'heure au micro d'Alon Ben David, des pressions exercées actuellement par les Palestiniens sur Israël. Écoutez un extrait. La CPI a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la conduite d'Israël dans les territoires palestiniens. Pensez-vous que c'est un premier pas vers l'élargissement de la juridiction de la CPI vers la Cisjordanie et Gaza ? C'est encore une mesure hypocrite à l'encontre de l'État d'Israël. L'autorité palestinienne, qui commettait régulièrement des attentats terroristes meurtriers, est associée aujourd'hui au Hamas, qui lance des roquettes sur nos civils tout en utilisant sa propre population civile comme bouclier humain. Et c'est nous qu'on accuse, c'est nous qu'on traîne face à la CPI. Nous n'allons sacrifier nos soldats et nos officiers à la CPI d'aucune façon que ce soit. Nous n'allons pas coopérer. Nous arriverons à nous défendre par nos propres moyens, comme nous en avons l'habitude. Voilà, entretien à voir dans son intégralité. Tout à l'heure, donc, dans le magazine Défense, juste après le grand direct, l'économie, à présent. Alors, d'un mot dans l'actualité économique, il y a aussi ce chiffre, 100 millions de dollars. C'est ce qu'a promis aujourd'hui à Ramallah le Premier ministre japonais Abe pour la réhabilitation de la bande de Gaza. On accueille à présent Lionel Friedfeld. Bonsoir. Bonsoir Charles. Analyste financier. On va tout d'abord évoquer avec vous cet investissement colossal, spatial même, de Google pour Internet. Effectivement, alors 1 milliard de dollars, Google va investir 1 milliard de dollars dans SpaceX. SpaceX, c'est la société fondée par Elon Musk, en fait, qui a déjà été un serial entrepreneur américain, qui a construit Tesla Motor, les voitures électriques américaines. Cette fois-ci, en fait, c'est un concurrent simplement de d'Arianespace qui va lancer des satellites et surtout faire de l'exploration. En fait, notamment, il veut aller sur Mars. En fait, les fondateurs de Google ont investi dans SpaceX, notamment pour sécuriser en fait ce lancement de satellites, pour créer un maillage de satellites pour pouvoir rendre les télécommunications, notamment Internet, disponibles à la plus grande population. C'est-à-dire que ça va être plus rapide et pour plus de monde sur Terre. Exactement, et en fait Google n'est pas son premier coup d'essai. Elle a déjà quelques mois en fait un accord avec le CNES en France, notamment en fait pour lancer des ballons dans l'atmosphère, notamment et avec des relais qui permettent justement de donner Internet aux populations qui n'ont pas aujourd'hui Internet. Alors on parle maintenant de prévisions économiques, toujours pour l'ensemble de la planète. Et là, c'est moins rose puisque le FMI est moins optimiste. Effectivement, le FMI vient de baisser ses prévisions pour la croissance mondiale, que ce soit pour 2015 et 2016. 2015 à 3,5%, 2016 à 3,7%. Et notamment également sur les prévisions pour la France qui vont passer de 1% à 0,9% en fait de croissance, principalement expliquée par la faiblesse des investissements dans le monde, mais également l'instabilité des marchés financiers. Donc ça veut dire que la crise continue. Est-ce que le pétrole joue aussi un rôle dans cette... Le pétrole joue un rôle, mais effectivement, les investissements n'augmentent pas. Et surtout, effectivement, il y a l'instabilité des marchés qui font que les États-Unis se portent bien, l'Europe de façon très moyenne, et l'Asie s'essouffle un petit peu, notamment avec la Chine. Merci beaucoup, Lionel Friedfeld, donc analyste financier. C'est une première dans la vie politique israélienne. Des femmes orthodoxes ont constitué un parti afin d'être représentées à la Knesset. C'est un parti qui correspond à une évolution récente constatée au sein de ce monde très fermé que constituent habituellement les juifs orthodoxes en Israël. Shahar Peled, Leslie Rezoug. Israël se félicite souvent d'être la seule démocratie du Moyen-Orient, et en particulier ces jours-ci, en pleine période électorale. Mais en 2015, les partis politiques juifs orthodoxes refusent toujours aux femmes le droit d'être élues. Il est impossible pour une femme, d'après le règlement des partis orthodoxes, de poser sa candidature pour être examinée par la commission électorale composée de rabbins. C'est une honte pour la procédure démocratique. Pour le Parlement démocratique d'Israël, que les femmes orthodoxes soient inéligibles. Elles ont le droit de voter, mais pas d'être élues si elles le souhaitent. Mais ces 2 dernières années, les choses ont commencé à changer, offrant un espoir aux femmes juives orthodoxes. Une nouvelle campagne appelle ces femmes à boycotter les urnes pour briser le statu quo.
Notre message est clair et précis. Pas de voix, pas de vote. Si vous nous empêchez d'influencer, nous n'irons pas voter. Nous resterons à la maison, dans la cuisine, en train de coudre ou d'écrire, mais nous n'irons pas voter. Ces activistes ultra-religieuses sortent de l'ombre et elles font face aux conservateurs qui refusent de les voir siéger au Parlement. La plupart du temps, on nous dit que les femmes religieuses ne veulent pas être élues. Et si certaines le veulent, elles ne sont pas assez religieuses pour eux. Cela nous met donc dans une impasse et nous rejetons cet argument. Oui, nous sommes des femmes orthodoxes et oui, nous aspirons à une représentation politique au sein de la Knesset. Et l'une de ces femmes courageuses qui tentent d'être élue s'appelle Ruth Kolian. À 33 ans, cette mère de 4 enfants est également étudiante en droit. Aujourd'hui, les leaders d'opinion et les magouilleurs politiques, qui sont déconnectés des temps modernes, veulent discipliner les femmes orthodoxes. Entre-temps, Kolian et ses consoeurs ont saisi la justice pour faire couper le financement des partis qui discriminent les femmes. La demande a été rejetée sans même en avoir débattu. Nous avons donc fait appel à la Haute Cour de justice. Malgré les obstacles et la frustration, les femmes orthodoxes sont plus que jamais déterminées à marquer l'histoire. Et le débat consacré à ces élections en Israël chaque soir dans le Grand Direct, c'est dans une dizaine de minutes maintenant, juste après les sports, car c'est tout de suite. Lise Barenbaum est avec nous. Bonsoir, bonsoir. Lise. Alors, l'Australian Open a commencé hier et on va d'abord s'arrêter sur l'image du jour. C'est encore une fois le spectaculaire Gaël Monfils qui s'est illustré. Oui, le Français a offert du beau spectacle pour son entrée en lice à Melbourne. Alors, il jouait contre son compatriote Lucas Pouille. Il a été quand même en difficulté sur la totalité du match. Il a arraché la victoire en 5-7, mais la Monf a sorti un point fabuleux au deuxième set. Il a réussi un coup entre ses jambes. C'est le genre. On vient de le voir, effectivement, ça va très vite, mais on devine bien que c'est ça, on va le revoir, je pense. Car c'est assez spectaculaire. C'est spectaculaire, mais il fait souvent ce genre de choses. C'est des acrobaties dont il a vraiment le secret. Et lors du premier set aussi, avec sa nonchalance bien connue, à un moment, il ne s'attendait pas à gagner un point. Donc il s'est mis à marcher sur le terrain. Et puis finalement, son adversaire a raté son smash. Donc là encore, il a marqué son point. Donc évidemment, il ira au deuxième tour face au Polonais Janowicz. Alors on va maintenant parler de l'événement du jour. C'était l'arrivée évidemment de Djokovic dans ce tournoi. Oui, Djokovic, le numéro 1 mondial qui n'a pas perdu de temps, comme il en a l'habitude. Il a déjà gagné 4 fois l'Open d'Australie par le passé et sur les 9 dernières éditions, il n'a jamais perdu le moindre set lors du premier tour. Donc une coutume qui se perpétue. Alors la victime du jour, c'est le pauvre Slovène Beden, 116e mondial qui a été expédié en 3-7, 6-3, 6-2, 6-4. Il n'a pas pu faire grand-chose face à Djoko. Il a vraiment passé son temps à courir après lui. Donc Djoko qui poursuit sa route et qui affrontera le Russe Kuznetsov au prochain tour. Je vous propose d'écouter les réactions de Djokovic. Le début était un peu lent, faible de mon côté. Il a breaké 2 fois. Le match aurait pu être différent pendant le premier set. Je n'avais jamais joué contre lui. Je l'avais vu jouer une fois et il m'a surpris. J'ai eu beaucoup de mal à déchiffrer ses services. La surface est un peu plus rapide que les années précédentes. Donc si on a un service fort, il faut savoir l'utiliser. C'est un grand avantage sur ces cours-là. C'est un bon joueur, c'est sûr. Alors Djokovic passe le premier tour, tout comme le tenant du titre, Wawrinka. Oui, Wawrinka qui a très bien négocié son retour en Australie. Malgré une chute en début de match, il a dominé le Turc Marcel Ilan en 3-7, 6-1, 6-4, 6-2 en moins d'1h30. Il jouera donc contre le Roumain Kupil au second tour. On va aussi écouter le sentiment de Wawrinka juste après le match. Je suis heureux. Après une première victoire en Grand Chelem, ce n'est jamais facile de repartir. Mais je suis content de mon jeu aujourd'hui. Je me sens très bien sur les cours. J'ai montré un bon jeu et j'ai confiance en moi et en mon tennis. C'est ce que j'ai montré aujourd'hui. Il faisait un peu humide, il y avait du vent, mais c'était un bon match. Alors le programme maintenant la nuit prochaine, c'est le deuxième match, car il a gagné le premier hier, de Nadal qui revient de très loin. Oui, Nadal qui signe un beau retour en Grand Chelem. Il n'a pas tremblé pour son entrée en lice. Pourtant, on se souvient qu'au début du mois, après son retour de blessure, il avait été éliminé d'entrée au tournoi de Doha par l'Allemand Michael Berrer, qui est que 127e mondial. Donc Nadal était vraiment attendu et là, il pouvait faire ses preuves face au Russe Mikhail Yuzny, 49e mondial. Yuzny qui avait battu 4 fois Nadal par le passé. Cette fois, c'est l'Espagnol qui
signe sa première victoire de l'année. Il expédie le Russe en moins de 2 heures, en 3-7, 6-3, 6-2, 6-2. Donc Nadal jouera contre l'Américain Tim Smisek au deuxième tour. On va écouter aussi les réactions de Nadal. Je pense que mon retour se passe bien. Ça a très bien fonctionné. Mon service était fort. J'ai bien servi avec seulement une balle de break sur la totalité du match. En général, je n'ai pas fait trop de fautes. Mais c'est vrai que quand je défends, je suis plus sûr de moi et j'essaie de frapper la balle avec plus de force. La seule façon d'avoir confiance en soi, c'est de gagner. Je ferai encore mieux au prochain match. À chaque fois que je gagne, ça me donne de la force pour la suite. C'est la seule façon de s'améliorer. Gagner. La victoire fait tout dans le sport. Voilà, il est motivé. Nadal, on va voir ce qu'il va faire dans cette Australian Open. On suivra ça avec vous, Lise Barenbaum. Merci. Pour les sports, je vous rappelle l'information qu'on vous donnait il y a quelques minutes, cette cérémonie émouvante qui a eu lieu à Paris, au cours de laquelle le Malien musulman Lassana Bathily a obtenu sa naturalisation. Il est devenu français après avoir sauvé plusieurs des otages lors de l'attentat contre l'hypercachère de Vincennes. Et à ce propos, eh bien, le Premier ministre Manuel Valls est revenu aujourd'hui sur ce qui peut, à son avis, être l'une des causes de la radicalisation des jeunes de banlieue aujourd'hui. Écoutez-le. La relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays, la misère sociale auquel s'additionnent les discriminations quotidiennes parce que l'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau, ou bien parce que l'on est une femme. Il ne s'agit en aucun cas, et vous me connaissez, de chercher la moindre excuse. Mais il faut aussi regarder la réalité de notre pays. Voilà, Manuel Valls, aujourd'hui donc à Paris. On se retrouve dans un instant pour le débat consacré aux élections israéliennes.